Jour, macaron, petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, buffet, bonnet, soutien, lingerie, maquillage, abatture, bâton, casse-colle. En français. votre goûter parfumé à la langue française. Salut, soyez les bienvenus. C'est un plaisir d'être ici avec vous dans notre troisième épisode. Je suis Adrien Louis et j'ai le plaisir d'être à côté de ma camarade Louisa Moraes. Comment vas-tu, Louisa? Salut tout le monde. Oui, je vais bien. Oui. Et aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir notre premier invité, en fait, pour commencer la discussion autour de l'œuvre Les belles histoires de Luc Le Lièvre. Et cet invité, il s'appelle Ousmane Sané. Il a un Master 1 en communication sociale à l'Université fédérale des Juiz de Fora et un Master 2 en communication sociale à l'Université fédérale de Minas Gerais. Et aujourd'hui, il fait un doctorat en communication sociale aussi sur le cinéma africain. C'est un énorme plaisir. Il a été un de mes premiers profs de français aussi. Et c'est un grand plaisir de vous annoncer Ousmane Sané. Comment ça va, Ousmane? Alors, bonsoir à tous. Bien, c'est un plaisir d'être avec vous en ce moment bien précis. Et c'est un grand honneur pour moi de participer à votre podcast, comme vous avez dit, et de donner ma contribution un tout petit peu sur l'œuvre de Léopold Sédar Senghor et de Abdoulaye Sadji, du nom de la belle histoire de Luc Le Lièvre, et que moi aussi j'ai lu à mon enfance au Sénégal avant de venir au Brésil. C'est une œuvre très, très, très importante dans l'apprentissage de la langue au Sénégal, surtout concernant les noms, surtout les noms de plusieurs animaux que vous avez constaté dans l'œuvre même. Et Senghor a utilisé une politique d'apprentissage des noms des animaux. Alors, il met le nom en Wolof, qui est une des langues nationales du Sénégal. Et après, il écrit le nom en français. Donc, c'est pour cela qu'on met Luc Le Lièvre. Donc, Luc, c'est Wolof, Lièvre, donc c'est français. Comme au Sénégal, au début, les gens n'ont pas de conditions, en principe, d'envoyer leurs enfants dans les écoles maternelles, tout ça. Alors, donc, ils commencent directement à l'école publique, donc à l'âge de 7 ans, 6 ans, comme ça. Alors, c'est différent aujourd'hui où les enfants vont à l'école un peu tôt, ils font le maternel, et ils apprennent un tout petit peu là-bas au maternel avant de commencer le primaire. Donc, ils savent quelque chose. Aujourd'hui, c'est facile, mais avant, non. Donc, Senghor a trouvé une méthode d'apprentissage de la langue pour faciliter aux enfants comment ils doivent mémoriser en tout cas les noms des animaux qu'ils connaissent. Mais si on leur parlait de ces noms en français directement, c'est sûr que personne n'aurait savoir qu'est-ce qu'on disait, etc., etc. Et bien, pour ceux qui ne le savent pas, Senghor, il est né en 1906 et à Joal, une petite ville de la région de Thiès, au nord du Sénégal, à 70 km de Dakar. Il est d'une famille sérère. Et alors, d'après... Comment? Je n'ai pas compris. Il est d'une famille? Il est d'une famille sérère. Ah, c'est quoi ça? Sérère, c'est l'ethnie sérère. Il est d'une famille d'ethnie sérère. Moi, par exemple, je suis d'une ethnie Diola. C'est cool, voilà. ça. Donc, Senghor, sa langue maternelle, c'est le sérère. Moi, ma langue maternelle, c'est le Diola. Wow. Alors, Voilà.
Et voilà une chose, il y a une petite histoire qui dit que les Diola et les Sérères sont des cousins. Ah, c'est vrai? Et c'est ce qu'ils disent. Ils disent que nous sommes des cousins. Et le Diola et le Sérère, c'est deux jumelles qui traversaient une rivière et du coup, leur pirogue s'est chavirée. Alors, les deux jumelles, comme elles ne savent pas nager, la pirogue s'est chavirée. L'eau a amené l'autre jumelle de l'autre côté et l'autre est parti de l'autre côté. Ah, c'est beau. Et quand ils sont arrivés là-bas, c'est Agambon et Didier. Alors, d'après l'histoire, je pense, si j'ai bonne mémoire, Gambon est allé chez les Diola et Didier est allé chez les Sérères. Alors, Gambon a eu les Diola et Didier a eu les Sérères. Alors, l'histoire dit que donc nous sommes des cousins de sang. C'est très, très belle l'histoire, en fait. Oui. Et c'est important de dire que Senghor a été le premier président du Sénégal. Oui. De 1960 à 1980. Il a gouverné le Sénégal pendant 20 ans. Est-ce que tu as vécu dans cette période? Je ne sais pas quel âge tu as, en fait, mais... Les années... Non. Quelle période? T'es né quand? Pardon. Moi, je suis né en 70. 70? Donc, 10 ans après l'indépendance. Le Sénégal est indépendant en 1960, le 4 avril 1960. Oui. En fait, moi, je suis né en 70, donc tu as vécu cette période des gouvernements de Senghor? Bien sûr, je l'ai vécu jusqu'en 1980 quand il a quitté le pouvoir. Comment ça a été pour toi? Moi, en fait, Senghor, parce qu'à l'époque, quand Senghor était au pouvoir, nous, on était très jeunes. Mais la population sénégalaise a vraiment pensé que c'était un des meilleurs présidents que le Sénégal a eu jusqu'à présent. Mais en ce moment, les médias n'étaient pas aussi célèbres comme aujourd'hui. Et Senghor, quand il a gouverné, c'était tout systématisé, c'était bien organisé à son côté. Et il a instauré le multipartidarisme. Donc, il y avait plusieurs partis au Sénégal. Et il organisait les élections, en fait, mais il gagnait chaque année. Oui. Tous les 5 ans, il organisait les élections et il gagnait des élections. Bon, je ne sais pas s'il a fraudé ou il n'a pas fraudé, mais en tout cas, il gagnait. Il dit que donc, il a gagné démocratiquement les élections. Oui. Et donc, il est resté jusqu'à 20 ans au pouvoir. C'est lui-même qui a voulu quitter le pouvoir. Oui, ce n'est pas par élection qu'il a quitté. Il a demandé à la population qu'il est malade, qu'il va aller se soigner en France. Mais le début, la population n'avait pas voulu. Les gens étaient mécontents parce qu'ils pensaient qu'il était en train d'abandonner le pays et c'est un bon président. Oui. Et du coup, il a dit que non, je n'abandonne pas le pays. Je vais me soigner. Mon premier ministre va prendre la place, mais après, je vais revenir. Alors, quand la population s'est calmée, il est parti, c'est fini, il n'est plus revenu. Voilà. Oui. Et Ablaye Sadji, avec qui il a écrit le livre, Ablaye Sadji, il fait partie des premiers professeurs du Sénégal de la langue française. Il fait partie des premiers professeurs du Sénégal de la langue française, oui. Je ne sais pas si j'ai bonne mémoire, il a été aussi député, je ne sais pas, quelque chose comme ça en France, ainsi que Senghor. Il a été député à l'Assemblée nationale française. Il avait la double nationalité. Il est français, en même temps, il est sénégalais. Oui. Et il a participé à la Deuxième Guerre mondiale. Il a été même prisonnier par les nazistes. Wow. Oui, la Deuxième Guerre mondiale, il a été même prisonnier. Grâce à Dieu, bon, rien ne lui est arrivé. Il s'est échappé belle. Voilà. Et voilà, après donc, Senghor a continué en France.
et il est devenu député en France et en même temps, les années 80, je pense, il est devenu le premier noir membre de l'Académie des lettres de la France. Ah, ça j'ai lu, oui. Oui, donc il est devenu membre de l'Académie des lettres de la France. Je pense jusqu'à sa mort, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Et il faut dire aussi que Senghor, c'est un très grand ami à Aimé Césaire, le Martiniquais, Aimé Césaire. Et ils étaient de très grands amis. Quand Senghor est allé en France pour étudier, ils se sont rencontrés. Voilà, depuis ce jour-là, ils se sont plus séparés. Et c'est ce qu'il faut dire. Les gens, des fois, ils oublient et ils disent que Senghor, c'est le père de la négritude. Mais en fait, si vous pensez bien, il n'est pas le fondateur de la négritude. Il est un des fondateurs de la négritude. Qui a fondé la négritude réellement, qui a créé le mot négritude, donc c'est Aimé Césaire. Mais comme Aimé Césaire a créé le mot négritude et les Français n'ont pas voulu, n'ont pas accepté le système Aimé Césaire, et Senghor, comme il est homme politique, tout ça là, et il faisait partie de l'Académie des lettres, donc c'est lui qui a osé prendre le thème et publier le thème dans le monde entier. Mais lui-même, il le dit, il n'est pas le père de la négritude. C'est un des pères de la négritude. Mais le fondateur même, c'est Aimé Césaire, le Martiniquais. Oui. Bon, et Ousmane, oui. Bon, tu parles de Senghor, de ce moment, de ce contexte politique et de l'âge que tu avais, n'est-ce pas, quand Senghor il a été président. Et je voudrais savoir comment Senghor et aussi le livre, il se lie à ton histoire personnelle de vie. Donc, ça veut dire comment, quand tu étais petit à l'école, comment est-ce que tu as reçu cette histoire et bon, comment est-ce que tu voyais Senghor avec les yeux d'un enfant petit? Donc, Oui, en fait, Senghor, je l'ai vu personnellement, pas grande chose. Je l'ai vu personnellement quand il était président et on était très petits. Et donc, il allait quand il venait, moi je suis de la région du Sud. Et c'est différent du Brésil, en fait. Je ne sais pas si c'est la même chose. Mais nous, en fait, quand un président vient pour visiter une région, ce jour-là, vous n'étudiez pratiquement pas. Et tous les élèves des collèges, ils sortent des écoles primaires et pour rester dans la rue pour recevoir le président qui vient. On fait une grande foule, c'est une très grande foule avec 2 files. Et le président passe au milieu et on nous donnait les petits drapeaux qu'on balançait comme ça pour chanter l'hymne national du Sénégal. Donc, on nous apprenait l'hymne national, donc on mémorisait l'hymne national. Et donc, quand le Senghor arrive, donc tout le monde fait comme ça et on balançait le drapeau et il faisait face à nous et on chantait l'hymne national. C'était génial. C'était génial, mais en fait, on était très petits à l'époque, 10 ans, 10, 11, 12, 13. Mais après, quand on est entré dans les collèges, dans les lycées, c'est fini. Hein. On ne le fait plus. Et ça se passait beaucoup plus dans les primaires. Les lycéens, les collégiens, non, on n'a pas ce temps-là. On ne va pas perdre les études pour aller recevoir un président. Mais les primaires, il n'y a aucun souci. Donc, on voyait Senghor et on nous dit, voilà, c'est lui qui a créé l'hymne national du Sénégal que vous êtes en train de chanter. C'est lui notre président aujourd'hui. C'est lui qui a libéré, disons, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, le Sénégal de la France. Que moi, je dis non, le Sénégal n'est pas encore libéré de la France. On continue toujours à être colonisé.
On continue toujours à être colonisé. C'est la raison pour laquelle mon doctorat, je suis en train de travailler sur les thèmes du colonialisme et du post-colonialisme, la décolonisation et la colonisation. Donc, c'est ce que je suis en train d'aborder comme thème là-bas, à travers les films de Sembène Ousmane, dont je vous ai parlé un tout petit peu aussi avant qu'on commence le podcast. Oui. Et donc, j'ai beaucoup appris et les histoires que Senghor a racontées dans la belle histoire de Luc le Lièvre, nous les apprenons traditionnellement aussi. Nous avons, oui, ces histoires-là, on les... Oui, avant d'aller à l'école, pratiquement. Mais on les apprenait à travers nos langues maternelles. Vous connaissiez déjà les histoires alors et vous allez faire ce travail en français après. Oui, justement. Donc, on savait ces histoires en langue maternelle et donc, c'est la raison pour laquelle Senghor a opté ces histoires pour les raconter dans une littérature. Parce qu'il sait que ça sera beaucoup plus facile. Pratiquement, tous les enfants de l'Afrique, ils savent l'histoire de ces animaux qui sont dans l'œuvre de Senghor et de Ablaye Sakchi. Oui, par cœur, n'est-ce pas? Donc... Oui, pratiquement ces animaux, comment ça se passe, l'histoire, tout ça là, on connaissait. Et là, il nous expliquait qu'en principe, une des histoires plus drôles que l'Afrique parle, pour nous, l'animal le plus idiot du monde, c'est l'hyène. Oui. Ah oui? Oui, et pour nous, l'animal le plus intelligent, c'est donc le lièvre, l'œuf. Oui. Donc, il trompe, si vous lisez l'œuvre, vous allez voir, il va tromper, il trompe tout le temps l'hyène. Il la trompe tout le temps, mais l'hyène ne se rend pas compte. Une prochaine fois, il se rend compte encore, elle est trompée par l'œuf. Il dit, ah, mais demain, si je rencontre l'œuf, si je le prends, je vais le tuer. Il va voir ce qu'il a fait avec moi la prochaine fois. Mais quand l'œuf le rencontre, alors il lui parle d'une manière, le l'hyène oublie tout. Oui. Et il va encore avec l'œuf. Voilà. Donc, et on considère toujours le lion comme le roi de la forêt. Donc, lui, il est considéré comme le roi de la forêt. Oui. Alors, Ousmane, ce sont des histoires de tradition orale, n'est-ce pas, ces histoires? Et donc, je voudrais savoir un petit peu comment se passait là, ce moment-là de partage? Qui racontait ces histoires? Si c'était donc les enfants entre eux-mêmes ou si c'était des personnes plus âgées? Dans quel contexte? Si c'était le matin, le soir, l'après-midi? S'il y avait une espèce de moment spécial, hein, de se réunir. Un moment spécial ou non? Oui, et d'ailleurs, nous en Afrique, on appelait ça le soir à la claire de lune. Ah, bon. Le soir à la claire de lune, parce que comme dans la campagne, en principe, et ces années-là, il n'y avait pas d'électricité. Donc, l'électricité à la campagne, c'est la lune. Oui. Ah, donc, ces histoires sont racontées normalement en pleine lune. Oui. Ah. Quand la lune, parce que les enfants, des fois, nous avons peur de sortir d'une maison à l'autre parce qu'il fait sombre, c'est obscur. Oui. Mais quand il y a la claire de lune, les enfants n'ont pas peur. Oui. Les enfants n'ont pas peur de sortir, etc. Donc, le soir à la claire de lune, tous les enfants sortaient avec leur petit tabouret. D'accord? Et chaque enfant sort avec son petit tabouret ou un banc. D'accord? Oui. Et on vient en principe qui raconter les histoires réellement comme ça. À l'époque, c'était nos ancêtres. Les personnes âgées de la famille, etc. Mais après, ils nous ont appris. Alors, et par exemple, tu peux aller en vacances
dans un autre village et là-bas, tu apprends un conte que les collègues ne savent pas. Alors, en ce moment, si tu arrives et pendant les rencontres pour raconter ces histoires, pour raconter ces contes, toi, tu peux parler. Tu peux dire à tes collègues, ah, moi, j'ai un conte à raconter, je peux raconter. Des fois, même s'il y a une personne âgée, elle te donne l'autorisation, elle te dit, oui, écoutez, votre collègue va raconter aussi une histoire pour nous. Alors, donc, il nous raconte l'histoire de manière orale. Et à l'époque, comme on n'a pas étudié, donc on n'écrivait pas. Aujourd'hui, peut-être on allait enregistrer, on allait écrire. Oui. Mais à l'époque, quand on est aussi très jeune, la mémoire est très fraîche. Vous n'avez aucune préoccupation. Toutes ces histoires, moi, je les ai apprises au bas âge et je n'ai jamais oublié. J'ai gardé tout ça. C'est comme les autres langues que nous apprenons. Donc, nous apprenons ces langues et jamais on les oublie. Parce que quand on les avait apprises, on était très jeunes, on n'avait aucune préoccupation. C'est peut-être s'amuser, manger, courir dans les rues, etc., etc. Donc, on a tout mémorisé, ces histoires, et c'est fini, on les raconte. Voilà. Et ces histoires, en ce qui concerne du Sénégal, si tu vas dans chaque ethnie, ils racontent ces histoires avec leur langue. Ah, c'est pas jusqu'aujourd'hui, ça se passe? Oui, jusqu'aujourd'hui, ils racontent ces histoires dans leur langue, quoi. Ils utilisent ces histoires, ils racontent ces histoires dans leur langue maternelle. Et quand tu vas chez les Diola, moi je suis Diola, les Diola racontent ces mêmes histoires qui sont dans la belle histoire de Luc le lièvre. Je peux les raconter en Diola tout. Et quand tu vas chez les Mandingues aussi, ils vont raconter dans leur langue. Si tu vas chez les Peuls, la même chose, les Wolofs, la même chose, les Toucouleurs, la même chose, les Manjak, les Mancagnes, etc., etc. Wow. Elles ont une fonction de rassembler aussi les Sénégalais, alors, parce que chaque... c'est de la résistance, n'est-ce pas? Oui, parce que ce sont des histoires qui résistent au temps, à la colonisation, un peu à tout. Oui. Oui, et en fait, il y a ça, mais aussi ça permet à nous, enfants africains sénégalais, de connaître réellement la tradition, de savoir que même s'il y a des histoires qui sont racontées par écrit, mais il y a les histoires qui sont racontées oralement et l'oralité, en réalité, ne peut pas se remplacer par l'écrit. Jamais. Nous refusons cela et donc l'oral, jamais elle disparaît. Oui. Et le livre peut disparaître. Mais l'oralité que tu as mis dans ta tête, c'est fini, elle reste. C'est la raison pour laquelle Amadou Hampâté-Bâ utilise la fameuse phrase qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que dans sa tête, c'est comme une bibliothèque qui est emmagasinée. Sa tête a emmagasiné pas mal de choses que seulement en parlant que tu dois savoir que donc lui, c'est une bibliothèque. Wow, incroyable. Alors que la bibliothèque, il faut aller là-bas pour consulter, pour voir le nombre de livres qui sont là-bas pour dire que c'est une bibliothèque. Lui, non. Et les vieillards africains, avec la petite tête qu'ils ont, ils peuvent avoir des milliers et des milliers de livres à l'intérieur de leur tête. Ah, c'est tout très beau, en fait. Oui, je suis vraiment touchée parce que je pense que on vit dans un moment là très délicat, n'est-ce pas, en tant que civilisation, en tant que collectif et humanité. Et donc, ça me donne à savoir que cette tradition continue jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, que c'est une tradition, je pense que c'est une tradition de l'humanité quand même, donc de raconter des histoires, donc de voir que ça se passe
encore au Sénégal. Ça me rend heureuse parce que voilà, on voit le capitalisme, on voit l'électricité, on voit tout le temps en communication, mais on oublie quelquefois dans les grandes villes au monde, on oublie cette relation de communauté, cette relation, donc en se voyant comme nature, donc la relation avec la lune et les animaux. Et donc ce moment de partage-là, ça me fait du bien t'écouter. Oui, en fait, il va parler de la nature, vous voyez, il va prendre dans le lièvre, vous allez voir qu'il va travailler la forêt, mais aussi il va travailler la mer. Oui. Et il va travailler les grands animaux, mais aussi les petits animaux. Il touche tout. Oui. Il prend les éléphants, les lions, les girafes, l'hyène, tout ça. Mais il va même parler aussi des hirondelles. Et l'hirondelle, son histoire est pratiquement universelle, vous voyez. Donc, l'histoire de l'hirondelle, nous disons, une hirondelle ne fait pas le printemps. Oui. Et vous changez, dans votre langue, vous changez, je pense, ne fait pas l'hiver, je ne sais pas. Oui, l'été. Non, c'est l'été, non? Voilà, vous, c'est l'été. Oui. L'hirondelle ne fait pas l'été. Voilà, nous, c'est l'hirondelle ne fait pas le printemps. Parce que le printemps, c'est le beau temps. C'est le beau temps, il ne fait pas très chaud, il ne fait pas très froid, etc. Et l'hirondelle aussi, il est considéré comme un oiseau migrateur. Oui. N'est-ce pas? Il est considéré comme l'oiseau migrateur et il migre vers l'est ou l'ouest ou le nord, quelque chose comme ça. Dans le livre, je ne me rappelle pas bien. Donc, quand Luc va voyager pour aller découvrir la forêt, on va lui recommander de suivre les hirondelles. Où les hirondelles vont, à partir de là, peut-être il va localiser la mer, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il a fait. Donc, les hirondelles sont devenues aussi la boussole, le soleil et la lune et les étoiles. Donc, voilà les éléments qui orientaient. Donc, même nous, sur la Terre, ces éléments nous orientent. L'étoile polaire, je ne sais pas si vous comprenez, l'étoile polaire qui brille dans le ciel. Oui. Et il y a la lune, donc, il y a l'animal qui va orienter Luc, il va lui dire, la mer se trouve à l'ouest, par exemple. Oui. Donc, Luc va lui poser la question, mais comment je dois faire pour savoir que ici c'est l'est, ici c'est l'ouest? Il lui dit que bon, c'est facile. Je pense que qui lui dit ça comme ça, c'est l'araignée. C'est l'araignée. L'araignée aussi, il a ses capacités de capturer les choses. Chaque fil se communique avec l'araignée pour lui dire que tu as capturé quelque chose, il associe et l'araignée vient pour prendre, pour manger. Oui. Et il va lui dire que ne t'en fais pas, mon ami. Et pendant le jour, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc, voilà une orientation. Oui. Tu prends la direction où va le soleil. Donc, c'est la direction de l'ouest. Mais, et la nuit, comment je dois savoir? Il dit que oui, la nuit aussi, tu peux être orienté par la lune. La lune aussi, en clair de lune. Mais c'est bon d'aller en clair de lune. Parce que quand la lune commence à naître, il naît à l'ouest et il retourne à l'ouest. Mais quand la lune grandit, elle commence de l'est et va à l'ouest. Ça change. Oui. Ça change. Donc, c'est pour cela qu'il lui recommande de voyager en plein clair de nuit. Oui. Et clair de lune, en pleine clair de lune, que Luc peut voyager. Quand il n'y a pas le soleil, il va voyager avec la lune.
Et aussi, s'il n'y a pas la Lune, si la Lune, il n'y a pas, il peut voyager à travers l'étoile polaire. L'étoile polaire se trouve au nord, je ne sais pas. Mais alors, donc, toi, tu dois suivre telle direction, ça sera l'ouest pour toi. C'est comme ça que Luc a marché jusqu'à rencontrer la mer. Mais pour trouver, il est intelligent, pour dire aux gens que je suis allé à la mer et les gens ne peuvent pas croire, il a pris l'eau de la mer, parce qu'on dit que l'eau de la mer est salée. Oui. Alors, il a pris l'eau de la mer dans sa gourde. La gourde, c'est ce qu'il a derrière lui comme ça. On dit ça une gourde. Alors, un petit récipient pour mettre de l'eau pour boire. Oui. C'est à partir des calebasses comme ça qu'on fabrique ces gourdes. Et du coup, il a eu une autre intelligence aussi. Mais si j'arrive, les gens sont capables de me dire, ah non, je ne crois pas que tu as été à la mer. Parce que qu'est-ce qui nous prouve que tu n'as pas pris du sel et tu as mis dans l'eau et tu as mélangé, tu nous dis que tu es arrivé là-bas. Alors Luc dit, pour prouver aux gens que j'ai connu vraiment la mer, il a ramassé quelques coquillages. Oui. Il a ramassé quelques coquillages parce que les coquillages, on peut les avoir seulement au bord de la mer. Alors, c'est en ce moment qu'il a pris donc les coquillages et il est parti et dire aux gens qu'il a connu la mer. Voilà l'eau de la mer et aussi les coquillages pour prouver que j'étais à la mer. Voilà. Ousmane, pendant que tu nous racontais cette histoire, je me suis vu à la peau d'un petit Sénégalais, en fait, et je réfléchis ici que pour vous, c'est comme si vous-même vous étiez Luc, parce que les petits vont apprendre avec Luc, hein, quand les animaux vont apprendre ces petits tuyaux de la vie là, hein, ces petits manières de se déplacer à travers le soleil, la lune et tout ça. Les petits vont apprendre aussi, ils sont Luc aussi, hein, à leur fois. Oui, ils apprennent parce que la lune, comme je vous ai dit, la lune aussi nous oriente. Donc, quand on voit que la lune est en train de partir, quand on était très jeune, on sait qu'il commence à faire très tard. Et il commence à faire tard, donc il faut aller dormir, etc. Donc, la lune aussi, comme le soleil, sont des orientateurs. Oui. Et pour les enfants, mais pour les plus âgés aussi. Alors, ils voient que la lune est en train de partir, donc ils savent qu'il commence à faire tard. Pratiquement, il est minuit, hein, il est 1h, il est 2h, etc., etc. Oh. Donc, nous avons appris aussi à travers la lune, à travers la nature, et nous apprenons aussi à vivre et avec les rythmes, et avec la nature, et on essaie d'accompagner aussi la réalité africaine. Oui. Parce que l'Africain, comme je vous ai dit, ils disent que la parole est fidèle. L'écriture n'est pas fidèle. Parce que tu peux transformer ton écriture. Ce que tu as écrit, si je veux, je peux le transformer. Ou tu peux transformer ce que moi j'ai dit en écrivant. Oui. Mais si tu écoutes encore, si tu amènes l'enregistrement où tu me fais répéter ce que j'ai dit, tu vas trouver que c'est totalement opposé de ce que tu as écrit. Oui. Alors, ce qui est fidèle, c'est ma parole. Wow, ça c'est incroyable parce Ouais. que ça va au contresens de tout ce qu'on apprend au Brésil, par exemple, hein, qu'on nous raconte toujours que ce qui compte, c'est ce qui est écrit, signé et tout ça. Hein. Oui, mais dans les contes africains, dans les histoires des contes africains qu'ils nous racontent, les fables, etc. Donc, c'est ça. Et la parole est digne. Oui.
D'accord? La parole, c'est la dignité. Oui. Ce qui est sorti de ta bouche, personne ne t'a imposé pour le dire. C'est toi-même qui l'as dit. Pourtant, ça vient de ton propre gré. Oui. Oui. Mais ce qui a été écrit après toi peut être modifié. C'est ce Oui. je vais encore beaucoup plus loin à travers de l'histoire de l'ECLELIEF traditionnelle pour arriver à l'histoire de l'Afrique. Oui. L'histoire de l'Afrique, tout le monde savait qu'elle a été falsifiée par les Européens pour commercialiser l'histoire de l'Afrique. Parce qu'à l'époque, comme les Africains, tout ce qu'ils parlaient n'avait pas d'écriture, alors que l'écriture est née en Afrique. Tout le monde le sait. La médecine est née en Afrique. La science est née en Afrique. Seulement, elle ne s'écrivait pas. Elle était mentale. Oui. Oui. Et c'est en ce moment que, parce que c'est à travers tout le monde entier aujourd'hui, s'ils sont parvenus à écrire, c'est à cause des hiéroglyphes égyptiens. Alors, mais les Européens n'ont pas valorisé les hiéroglyphes. Et comme ils ne les ont pas valorisés, alors ils ont valorisé la partie écrite moderne, occidentale, alors qu'ils se sont basés directement sur les hiéroglyphes pour pouvoir écrire ce qu'ils écrivaient aujourd'hui. Oui. Si vous avez cette œuvre, vous allez tout voir, l'œuvre des hiéroglyphes et l'œuvre écrite par Cheikh Anta Diop. Mais lis le titre, s'il te plaît, parce que... C'est Nation, nègre et culture. Ouais. Et ça a été écrit par Cheikh Anta Diop du Sénégal. Alors, et je vais encore beaucoup plus loin. C'est lui qui a participé, donc regardez, c'est lui qui a participé à la découverte du carbone 14. Avec le carbone 14, c'est lui qui a participé à la découverte que le premier être humain est né en Afrique. Et il leur a dit que jusqu'à présent, si vous ne me trouvez pas une autre science qui va montrer le contraire, jusqu'à présent, le berceau de l'humanité sera africain. Oui. Alors, si vous avez ce livre-là, il va vous aider beaucoup, beaucoup. Dans ce livre, il va parler le système des hiéroglyphes et comment les langues ont évolué d'une nation à une autre nation. Il est très fort, cher Antonio. Wow. Très, 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 très fort. Celui qu'on a donné le nom de l'université du Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop. Oui, l'université de Dakar s'appelle l'université Cheikh Anta Diop. Il était C'est un grand... Il est tout. Il est tout. Il est historien, il est philosophe, il est scientifique, il est psychologue, il est anthropologue, il est sociologue, il est tout. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et moi, je discute beaucoup avec des gens. Il a écrit aussi ce livre-là que je vais vous montrer. C'est intéressant ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, n'est-ce pas, je pense que dans notre pensée capitaliste, je ne sais pas, on est toujours en train de chercher une seule chose, d'étudier au fond une seule chose, mais je pense que c'est une façon très de transformer en utilité dans le système. Mais là, donc, être comme Diop, n'est-ce pas? Donc, c'est le sens de la vie, n'est-ce pas? C'est quand on peut associer tout, on peut tout étudier. Donc, ça me touche beaucoup. Oui. Quel est l'autre livre que tu... L'autre livre, c'est Civilisation ou Barbarie. Wow. Donc, il va essayer de montrer aux gens comment l'Européen va dire qu'il est venu pour nous civiliser. Nous sommes civilisés quand nous sommes nés. C'est lui qui n'est pas civilisé.
Oui. Et nous, nous sommes civilisés. Quand on est né, nous sommes le berceau de l'humanité. Et quand on est né, on savait vivre déjà. Oui. Nous savons vivre en société. On n'offensait personne, on n'envahissait le territoire de personne. Chacun se limitait où il pouvait rester. Oui. Alors, c'est eux, les non-civilisés, qui ont quitté l'Europe pour venir nous rencontrer. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Donc, le noir n'avait pas besoin d'Européens. Et si on va très loin encore, qui a libéré les Européens des 2 guerres mondiales, c'est nous. C'est l'Afrique, c'est le noir. C'est l'Afrique. C'est les Africains qui ont été à la guerre mondiale. Oui. Qu'on a massacrés là-bas et on les a massacrés encore après qu'ils sont revenus dans leur territoire. Et Senghor, il va faire un poème aux tirailleurs sénégalais qu'ils ont massacrés et au camp de Thiaroye du Sénégal, que Sembène Ousmane a fait un film sur ça. Ça s'appelle Le camp de Thiaroye. Je pense, toi, je te l'ai une fois dit un jour. Oui. Une fois, je pense, Adrien. Donc, ce film aussi, je vais l'analyser pour voir la barbarie de l'Européen. Après que les Sénégalais les ont libérés des mains des nazistes, ils viennent les sacrifier au Sénégal, tous. Les bombarder, les éliminer, parce qu'ils ont demandé leurs droits. Donc, qui est plus barbare dans ce cas? Je me souviens que tu as raconté cette histoire. Tu peux nous raconter maintenant, pour ceux qui nous écoutent, hein, l'histoire un peu plus complète, là. Il y a le poème aussi. Oui. En fait, on les appelle les tirailleurs sénégalais parce que le Sénégal, à l'époque, était la capitale de l'Afrique occidentale française, l'AOF. Le gouverneur de l'Afrique occidentale française était au Sénégal. Et du coup, quand ils recrutaient les différents tirailleurs pour les amener à la guerre, ils passaient par le Sénégal pour après maintenant être acheminés en France par bateau. C'est plus ou moins, il y a un bateau ici au Brésil que vous dites Atlantique Noir. Oui. C'est pratiquement la même chose. Ils les acheminaient donc de Dakar au port de Dakar, au Sénégal, pour les amener en France. Et c'est la raison pour laquelle ils leur ont donné le nom tirailleurs sénégalais. Mais en réalité, ce ne sont pas seulement des Sénégalais. C'est tous les pays de l'Afrique occidentale française. Et quand ils sont allés à la guerre, après la guerre, il y a d'autres qui sont restés. Après que la France est libérée, il y a d'autres qui sont restés en France et les autres sont retournés parce qu'ils ne veulent pas se mêler avec une autre nation. Ils veulent être noirs, ils veulent vivre dans leur Afrique. Par contre, il y a les autres qui sont restés en France pour travailler, etc. Et par la suite, le gouvernement français a promis de les indemniser, de payer tous leurs droits, etc. Et bon, en fait, à l'époque, 1000 francs français, c'est beaucoup. Et ils ont envoyé de l'argent, ils les ont laissés, ils se sont regroupés dans un camp à Dakar qui s'appelait la ville, et le quartier c'était Thiaroye. C'est là-bas ils sont restés. Mais l'argent est venu, les ingrats et l'égoïsme des Français qui étaient là-bas, comme les colonels, etc., ils ont dit qu'ils ne vont pas payer les 1000. Ils vont payer la moitié qui est 500. Alors, les Africains ont révolté. Ils ont dit non. Ce qui a été combiné, c'est ça. La promesse donnée par le gouvernement français, c'est 1000. Pourquoi vous voulez nous payer moins? Et l'argent est là.
L'argent est là. Alors, les Africains ont commencé à se révolter et ils ont pris en otage le colonel. Ils l'ont enfermé là-bas dans une chambre et ils l'ont laissé là-bas. Ils lui ont dit que tant que tu ne nous payes pas, tu ne sortiras pas. Voilà. Et donc, nous en Afrique, voilà aussi ce qu'on venait de parler. La parole en Afrique est très importante pour nous. Le papier s'envole, la parole reste. L'écriture s'envole, la parole reste. Ouais. Alors, ils ont utilisé le système africain. Quel est le système africain? Et il leur a dit, libérez-moi, je vais à Dakar, je vais amener de l'argent pour vous payer demain. Mais on lui a dit non, et tu dois venir parler ça publiquement. Et les autres vont témoigner. Nous, on n'a pas besoin de signature. Ta parole nous suffit. Tu viens parler ça et tu viens nous le parler devant le public, devant tes collègues. Et il est venu, on a rassemblé les Sénégalais et les tirailleurs sénégalais. On a rassemblé les tirailleurs sénégalais plus les autres Français et on lui a posé la question, répétez ce que vous avez dit dans la chambre. Il dit qu'il va chercher de l'argent à Dakar, demain il va payer. Alors, les Africains ont dit d'accord, c'est ça notre témoignage. Tu peux partir. Alors, quand il est parti, la nuit, quand les gens dormaient, il a envoyé les chars de combat venir bombarder tout le monde. Au moment où il dormait, au lieu de venir avec l'argent, la nuit, les chars de combat sont arrivés, les gens dormaient en pleine nuit, vers 1h du matin, le 1er décembre. Vers 1h du matin, je pense que c'est le 1er décembre, si j'ai bonne mémoire, si je n'ai pas oublié, je pense que c'est le 1er décembre 1945. Ils sont venus, avec les chars de combat sont restés, ils ont commencé à lancer des bombes. Boum, boum, comme ça. Ils ont lancé des bombes. Pratiquement, ils ont tout tué. Pratiquement, il y a d'autres qui se sont échappés, mais la majorité, ils les ont tous éliminés. Tous. Alors, pour voir que réellement, ils sont égoïstes, malhonnêtes, ingrats. Donc, moi, comme Africain, je n'ai pas vécu. Mes grands-parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Mais moi, comme Africain et comme Sénégalais, je n'oublierai jamais cette histoire. Ouais. Et je pense que nous ne devons pas pardonner les Français. Oui, on ne doit pas les pardonner. Il y a, vous excusez-moi, je ne vais pas utiliser les gros mots parce que c'est un podcast, il n'y a pas de problème. Mais, oui, ce petit Macron qui dit que oui, lui, il n'est pas responsable. Oui, mais on s'en fout. C'est tes ancêtres. Et c'est le fruit là que tu es en train de profiter aujourd'hui. Nous aussi, ce sont nos ancêtres. Nous n'avons pas vécu cette époque, mais nous avons perdu nos ancêtres. Nous avons perdu. Et toi, tes ancêtres, que nos ancêtres ont sauvés, qui t'ont mis au monde, si toi tu es là aujourd'hui, Macron président, parce que c'est un de tes ancêtres qui devrait être allemand, parce que la France allait être annexée à l'Allemagne. À l'Allemagne. Mais comme les Africains ont lutté jusqu'à les libérer, donc ils ne reconnaissent plus ça aujourd'hui. Et ils sont restés jusqu'aux années, je ne sais pas, 2000 pour payer les personnes qui sont mortes en 1945. Comment vous pouvez imaginer ça? Ces personnes-là existent. Non, c'est terrible. Comment vous allez payer des gens qui sont morts et venir pour les chercher ces personnes qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale pour les payer? Le dernier, je ne sais pas, le dernier, il est mort récemment. J'ai oublié l'année. Il est mort en 1900, il est mort à 95 ans.
Après sa mort, il vient pour décorer sa maison. Et quand il était vivant, il ne gagnait rien. Même l'indemnité, il ne recevait pas de la France. Après qu'il est mort, sa maison devient un musée. Pourquoi? Et lui, il nous dit oui, et nous qui parlons, et même lui, personne de nous a participé à la Deuxième Guerre et au temps de la colonisation. Mais c'est une conséquence. C'est une continuation. Oui. Les conséquences que nos grands-parents ont reçues, ça se reflète sur nous. Ces petits Français, aujourd'hui, ils insistent à continuer sur ça et ils manipulent nos présidents. Nos présidents sont manipulés. Tous nos présidents sont manipulés. Nous, on ne participe pas aux réunions de l'Union européenne. On ne participe pas. Mais eux, ils participent au sommet de l'Union africaine. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'ils cherchent là-bas? Si nous sommes indépendants. Ouais. Hein? Le franc CFA est un franc qui a été fabriqué en France. C'est de l'argent fabriqué en France. Et c'est eux qui donnent la valeur de cet argent pour l'Afrique. Nous souffrons. La monnaie sénégalaise, elle est fabriquée. La monnaie sénégalaise, bien sûr, de toute l'Afrique occidentale française qui a opté cette monnaie est fabriquée en France. Ouais. Et un euro aujourd'hui coûte 650 francs CFA. 1 euro. Non, c'est pas. Ça, c'est incroyable. Et nous voulons abandonner cette monnaie. L'Afrique occidentale française veut abandonner cette monnaie et ils sont là, ils refusent. Parce qu'ils savent qu'une fois que l'Afrique occidentale française a sa propre monnaie, la France est foutue. Oui, parce que tout vient de l'Afrique. L'Afrique a tout. On a le pétrole, on a la bauxite, on a le manganèse, on a l'uranium, on a le fer, on a le cacao, on a le café, on a le fer. Tout ça, donc, si on voit tout ça, et si ça ne va pas en France, qu'est-ce que la France est dans le monde? Qu'est-ce que la France est? C'est pour cela que quand ils réclament qu'il y a beaucoup d'Africains, les Africains leur disent, il faut nous rendre ce qui nous appartient. Rendez-nous ce qui nous appartient. On retourne dans nos terres. Mais on vient chercher ce que vous avez volé de l'Afrique. Vous avez volé parce que vous n'avez pas demandé. Vous avez volé. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. Pour les Français, ils peuvent penser d'autres, oui, mais ils peuvent penser que les Africains se révoltent. Mais bien sûr, eux-mêmes, ils se sont révoltés. S'ils ne se sont pas révoltés contre comment on les appelle encore, les Allemands, s'ils ne se sont pas révoltés, alors ça allait être dramatique. Ils allaient faire partie de les De Gaulle qu'ils disent, les Gaulois. Ils sont Gaulois parce qu'aujourd'hui, l'Afrique les a protégés. Oui. L'Afrique les a protégés. Et Senghor, après, lui, il s'est échappé. Il s'est échappé, mais à l'époque, Senghor déjà était en France. Donc, il était en France. Donc, il n'a pas participé à ce massacre. Oui. Il n'a pas participé à ce massacre. C'est après le massacre, donc, qu'il a écrit le poème que je t'ai une fois récité. Et toujours? Oui, bien sûr. Ça, je l'ai appris quand j'étais au primaire. Allez, récite-nous, tu peux? Donc, c'était le Cancareuil. Donc, il récitait. Bon, en fait, je ne peux pas parler comme Senghor, mais je vais parler comme moi parce que celui qui a écrit le poème, il n'y a pas de problème. Donc, le poème, c'était « Prisonnier noir, je dis bien prisonnier français. Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France? Est-ce donc vrai que la reine des banquiers a acheté ses bras d'acier?
dites que votre sang ne s'est-il pas mêlé au sang l'histoire de ces martyrs? Vos funérailles seront-elles celles de la Vierge Espérance? Sang, sang, ô sang noir de mes frères, vous tachez l'innocence de mes draps. Vous êtes la sueur où baigne mon angoisse. Vous êtes la souffrance qui enroue ma voix. Vous entendez ma voix aveugle, gémit sourd-muet de la nuit. Plus de sang rouge sauterelle et mon cœur crie à l'agir et à la merci. Non, vous n'êtes pas mort gratuite. Ô mort, ce sang n'est pas de l'eau tépide. Il arrose épais notre espoir qui fleurira au crépuscule. Il est notre soif, notre fin d'honneur, ces grands réunis absolus. Dormez, ô mort, et que ma voix vous berce, ma voix de courroux que berce mon espoir. Léopold Sédar Senghor. Wow. Voilà le poème qu'il a dédié à... quand je lis ce poème, j'ai envie de pleurer. Voilà le poème qu'il a dédié à ses frères africains qui ont été massacrés malhonnêtement, injustement par les Français, alors qu'ils ont sauvé la vie de la France, ils ont sauvé le territoire français. Ça me fait mal au cœur jusqu'à présent. Oui. Oh, je ne sais même pas quoi dire. Oui, mon Dieu, oui. Ouais. C'est triste, mais c'est ça. Hein? Oui. C'est triste, mais c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, par exemple, l'Afrique commence à avoir ses intellectuels, tout ça là, hein, mais l'Europe se positionne contre. Ils ne veulent pas voir les Africains briller. Oui. Ou si vous brillez, ils font tout pour vous confixer en Europe. Vous ne revenez pas en Afrique. Ils vous donnent des postes clés. Hein? Ils vous donnent des postes clés très, 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 très importants. Comme ça, vous allez rester en Europe, vous produisez pour eux. Hein? Comme si... donc, c'est la raison pour laquelle les grands écrivains aussi, même des Antillais comme Fanon, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Fanon et Aimé Césaire, ils écrivent, mais ils se positionnent contre. Ils se positionnent contre parce qu'ils pensent que c'est injuste. Et quand vous voyez là, et je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de voir les volumes de l'histoire de l'Afrique, ils ont condensé l'histoire de l'Afrique pratiquement en un seul volume, alors que l'histoire de l'Afrique a eu 12 volumes aujourd'hui. Quand elle a été écrite par les propres Africains, on a eu 12 volumes. Moi, j'ai ici à la maison, je pense, j'ai 4 ou 5 volumes comme ça. Wow. Donc, pour voir combien de fois donc, ils avaient falsifié l'histoire de l'Afrique. Oui. Donc, et c'est en ce moment que je vous ai dit la fameuse phrase de Amadou Hampâté-Bâ. Et Amadou Hampâté-Bâ, il fait partie des gens qui ont demandé aux Africains de se réunir pour écrire l'histoire de l'Afrique. Parce qu'à travers nos griots, à travers nos griots, et donc, à travers nos griots, on peut construire notre histoire de l'Afrique parce que les griots ont une mémoire d'éléphant. Ils n'oublient pas. C'est des sacs à parole. Oui. Donc, c'est des sacs à parole. Dans le sac, il y a beaucoup de contenu là-bas. Vous mettez beaucoup de graines là-bas. Alors, en ce moment, il a demandé aux Africains de rencontrer les propres sages de chaque pays pour qu'ils nous disent
quelle est l'histoire réelle de l'Afrique pour qu'on écrit l'histoire de l'Afrique et la donner à l'humanité pour que l'humanité puisse profiter de cette histoire qui est réelle, concrète. Avant que nos ancêtres nous abandonnent, avant que nos ancêtres nous quittent. Oui. Parce que la mort, tout le temps, on est plus qu'on vieillit, plus qu'on s'approche à la mort. Oui. Et c'est en ce moment qu'ils ont rencontré les plus âgés et les sages des pays pour leur raconter réellement comment l'Afrique est née, comment l'Afrique vivait avant, qu'est-ce que c'est que l'Africain. Tout ça, ce sont les ancêtres qui ont raconté, et aussi les griots qui mémorisaient l'histoire de chaque génération ou l'histoire de chaque pays. Alors, il y avait l'épopée mandingue de Soundiata Keita qui a été écrit par Djibril Tamsir Niane. Alors, Djibril Tamsir Niane, son épopée mandingue, donc, qu'il avait écrit, donc, il a raconté l'histoire de Djali Mamadou Kouyaté. Alors, Djali Mamadou Kouyaté, donc, il va raconter l'histoire qu'il dit, donc, il lui a dit que je m'appelle Djali Mamadou Kouyaté, fils de Bintou Kouyaté et de Djeli Kédian Kouyaté. Maître dans l'art de parler depuis les temps immémoriaux, les Kouyaté sont au service des princes Keita du Mandé. Nous sommes les sacs à parole. Nous sommes des sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires. L'art de parler n'a pas de secret pour nous. Sans nous, les noms des rois tomberaient dans l'oubli. Nous sommes la mémoire des hommes. Donc, c'est la raison pour laquelle un griot a une très grande valeur en Afrique. Parce que s'ils sont la mémoire des hommes, ils disent, nous sommes la mémoire des hommes, nous savons pourquoi tel s'appelle Gata, tel s'appelle Kouyaté, tel s'appelle Sané, tel s'appelle Guidjou, tel s'appelle Kanté, etc., etc. Donc, nous sommes la mémoire des hommes et l'histoire nous est racontée de père en fils. Et ça ne sera jamais oublié. Donc, si nous les griots, nous sommes là aussi, il faut savoir que nous allons contribuer pour l'histoire de l'Afrique par notre capacité de mémoriser et de raconter l'histoire d'une nation ou l'histoire d'une famille, etc., etc. Wow. D'accord? Ouais. Et toi, tu marches dans cette direction, hein? Tu es déjà un griot. Non, je suis un nyancho, je ne suis pas un griot. T'es quoi? Moi, je suis un nyancho. Ah, et c'est quoi? Ça, je ne connais pas ce terme. Bon, ma famille, à l'époque coloniale, on avait 2 rois. Mm-hmm. Donc, moi, normalement, si c'était aujourd'hui, je suis un petit prince. Nyancho, c'est les guerriers. Ah, wow. Nyancho, c'est les guerriers, donc on ne peut pas être griot. C'est les griots qui chantent pour nous. Voilà. Donc, moi, quand un griot me rencontre, il chante pour moi. Il dit Sane Balama Nyancho. Donc, Kedo Kanamadio Ban, Kedo Kanamadio. Kabu Nyancho Lu Kanamadio Ban. Sane ni Manelu Jambe Dile. Keso Banta Munko Banta, Sane Nyancho te bor la kelema. Donc, ils disent même la balle est finie, la balle est terminée, un Sane ne fuit jamais la guerre. Même sans armes, même sans balles, il ne va pas fuir la guerre. Wow. Oui. Donc, mais ça, c'est nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas un grand nyancho, je suis un petit nyancho. Mais l'histoire nous maintient
comme des Nyancho. Donc, on ne peut pas nous humilier, nous maltraiter ou nous considérer comme... Donc, on a beaucoup fait pour l'Empire du Kabo. Les Sané ont beaucoup lutté pour l'Empire du Kabo. Ouais. Beaucoup. Donc, c'est la raison pour laquelle les griots, quand tu dis, tu es Sané, immédiatement, ils te disent Nyancho. Ils te disent Sané Balama Nyancho. Donc, Kumbalinfi, il dit le genou noir. Parce que quand le Sané, il lutte avec les autres, il s'agenouille, il ne se lève jamais, seulement tiré. Seulement tiré. Donc jusqu'à ce que ses genoux sont devenus noirs. Alors, les Mandins lui disent Sané Balama Kumbaling Fin. Kumbaling Fin, c'est un mandingue. Kumbaling, c'est genou noir. Fin, c'est de la couleur noire. Mais moi, non. Hein. Moi, je ne suis pas un Nyancho guerrier. Moi, je suis un Nyancho peut-être anticolonialiste. Voilà. Oui. C'est la façon de résister aujourd'hui, non? Oui. Moi, je suis un Nyancho anticolonialiste. Voilà. Oui. Des mots, hein, des palabres quand même. Hein? Tu vas aller retirer dessus tes mots, tes connaissances, tes palabres quand même. Oui, peut-être, hein, on verra. Voilà. Quand je vais terminer mon doctorat, on va voir. Donc, pour finir un peu de ton doctorat maintenant, quel est le thème de ta recherche? En fait, je soutiens en 2023, hein, je pense. Ouais, mais je ne sais pas si je peux avoir un sandwich. Maintenant, le sandwich est difficile, n'est-ce pas? À l'époque, le sandwich était très facile, mais aujourd'hui, pour avoir le sandwich avec le gouvernement que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment triste. Il y a le gouvernement et encore la COVID. Hein, Voilà, et le COVID aussi est là, donc... L'idée, c'était de faire un sandwich au Sénégal même? Non, en fait, il y a je vais faire deux. Je pense que je ferai... Mon directeur de thèse, il préfère peut-être que je fasse mes recherches en France, parce qu'il y a un centre d'études culturelles où il y a des Africains qui donnent des cours sur la culture africaine. Il y a un centre culturel là-bas et j'ai des documents même que j'aimerais avoir qui sont publiés en France. Et une personne très, 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 très bonne, elle les a publiés là-bas, mais ces documents ne sont pas au Sénégal. Comme il les a publiés en France, ce que je viens de vous dire, ils ont confisqué, les documents sont là-bas. Voilà. Il y a une polémique, n'est-ce pas? Oui, polémique. Voilà. Si peut-être une fois là-bas, je peux avoir l'accès accès à ces documents. Ouais. Mais je prétends peut-être, c'est 6 mois, mais moi, à mon avis, je prétends faire 3 mois là-bas ou 4 mois là-bas et 2 mois au Sénégal. Ah, parfait. Je voulais. Mais on va voir, hein, je ne sais pas. Mais il y a une polémique maintenant. Je pense qu'un musée, je pense que le plus grand musée, je ne sais pas si c'est allemand, il a décidé de rendre, n'est-ce pas, les œuvres qu'ils ont volées de quelques pays africains. Et je pense que la France et l'Angleterre, les grands musées, ils n'ont pas encore fait ça, mais je pense que cette décision, elle a été une grande question. Je pense que ce mois-ci ou le mois dernier, je ne sais pas, c'est récent. Et on espère, on attend que ce type d'action arrive plus tôt que possible et qu'on fasse des changements vraiment concrets, n'est-ce pas, par rapport à toutes les histoires horrible, n'est-ce pas? Donc, j'ai visité un musée à Paris aussi qui s'appelle Musée du Quai Branly. C'est à côté de la Tour Eiffel. Oui. C'est un musée tout entier fait à partir des choses volées, des peuples originels, même brésiliens. Il y a de la mairie. Et en fait, le musée, il est partagé par nation, par continent. C'est comme Amérique du Sud,
Afrique, Afrique d'Ouest, du Nord, du Sud. Oui, mais moi, je suis pessimiste là-dessus. Et parce qu'au Sénégal, ils ont le musée d'art contemporain africain, le Sénégal. Ils ont un musée qu'ils ont construit récemment là-bas. Mais comme on vient de débattre, le problème fondamental, si la France rend les objets qui ne les appartiennent pas, que deviendra le Louvre? Vous avez fait la France, vous connaissez, vous tous. Que deviendra le Louvre? Le Louvre sans les objets exotiques, le Louvre est zéro. Oui. Tout. En fait, Une des œuvres la plus célèbre que tout le monde connaît, est la Joconde, elle n'est pas française. oui. Et c'est elle qui fait la célébrité la célébrité du musée du Louvre aujourd'hui. Oui. Hein? Bon, c'est ça, hein? Parfait. Ça a été assez intense. Je sais que tu as déjà nous donné beaucoup de sources, hein, à étudier, mais à la fin, on aimerait te demander comment tu vas farcir ce pain de notre podcast, hein? Qu'est-ce que tu vas indiquer aux gens qui nous écoutent? Une lecture, un film, une série, laissez quelques farces pour mettre dans ce pain, pour aider à digérer tout ça que tu nous as raconté aujourd'hui. Oui, mais peut-être, je dirais que peut-être ça serait génial si on n'était pas en pandémie, hein, de se rencontrer dans un café à la place de la Liberté, Ouais. et que j'ai vu des cafés là-bas au cinéma Valorex Management ici à la Brasse à 7, Oui. ou peut-être on pouvait partager ce pain de fromage, donc, qui est le pain de queijo mineiro, et c'est la célébrité mineire. Donc, peut-être avec ça pouvait indiquer la culture brésilienne pour les francophiles. Hein? Vous qui êtes les francophiles, donc ça serait génial de partager avec les francophones, peut-être dans un café, notre pão de queijo mineiro, hein, qui remplacerait peut-être, comme on le dit en France, le croissant. Oui. Hein? Parce que si on est en France, sans manger du croissant, tu n'es pas encore donc en France. Oui. Donc, nous, à Minas, si tu ne manges pas le pain de queijo, on ne te considère pas que tu es à Minas, quoi. Alors, et au Sénégal, qu'est-ce qu'on doit manger? Oui, en fait, au Sénégal, peut-être, c'est faire un bon kébougen, qu'ils le disent. Un bon kébougen, un très bon plat de kébougen. Et là, ça vient d'arriver hier. Et c'est la femme de mon frère qui me l'a envoyé aussi. Je ne l'ai même pas ouvert. Je vais voir si je peux l'ouvrir tout de suite. Je vous le montre. Oui. Et ça aussi, c'est de la confiture avec une plante qui n'existe pas au Brésil ici. D'accord? Oui. Donc, ça s'appelle le kaba. 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 Oui. C'est une sorte de quoi? C'est un fruit? Oui, c'est un fruit naturel dans la nature. Il n'est pas planté, il est né naturellement dans la nature. Et c'est comme nous avons ici à Minas les fruits du cerrado. Hein? Voilà, c'est comme des fruits du cerrado. Alors, elle a fait ça en confiture et elle me l'a envoyé. Voilà, regarde le nom. Comment ça s'appelle? Confiture mad salée. Mad. Mad salée. Donc, j'allais inviter aux gens de manger avec moi un bon kébougen sénégalais, du riz au poisson. Le kébougen, c'est du riz au poisson, ou un bon yassa. Un bon yassa, et prendre comme dessert
ou le soir, prendre notre café avec ce, hein, De la confiture de Mad, avec la salée. confiture de base sénégalaise. Wow, parfait. En fait, j'ai Mon Dieu. la bouche maintenant. Oh là là. Ça fait envie, ça donne envie en fait. Oui. Oui. Ousmane, je pourrais parler avec toi pendant des heures et des heures et des jours et des mois. Donc, je suis très, très contente de parler avec toi. Donc, Non, il n'y a pas c'est de triste souci. d'arrêter maintenant, mais je sais que tu dois enfin travailler la thèse, tu dois Oui. manger des choses que tu viens de recevoir. Mais donc, je te remercie de tout mon cœur et pour ta disponibilité, pour tes mots, pour toutes les choses que tu as partagées avec nous et tous les auditeurs et que j'espère que plusieurs personnes puissent écouter ce épisode et connaître un petit peu de toute cette bibliothèque que tu es. Hein? Donc, un petit chapitre de cette bibliothèque. Donc, un grand merci. Oui, Non, c'est moi qui vous remercie. j'ai la sensation que je pourrais passer des heures ici aussi, hein, seulement en t'écoutant, parce que c'est vraiment... Je pense que cette tradition dont tu nous as parlé aujourd'hui, elle reste bien en toi-même et tu parles très bien même. C'est bon de t'écouter. Hein. Et merci, c'est toujours pour moi un plaisir de te rencontrer. Non, le plaisir, tout est le mien. Hein. Oui, ça a été très gentil même. Donc, c'était notre premier invité. Je pense qu'on a commencé très, 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 très bien. Très, très bien. Mon Dieu, mais quelle classe. responsabilité. J'espère que ça va vous servir un peu, vraiment. Et s'il y a des failles, et vous m'excusez parce que l'être humain, nul n'est parfait. Donc, s'il y a des failles, voilà, essayez d'éditer la partie qui n'est pas très bonne. Vous pouvez éliminer, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune faille. On ne peut pas couper. On ne peut pas couper. On va rien toucher là. Et je suis à votre disposition en cas de besoin. Il n'y a aucun souci. N'hésitez pas de me contacter. Et si vraiment la pandémie passe, on fera tout pour se rencontrer. Mais en tout cas, c'est ça. Et du courage, vraiment, soyez ferme et catégorique dans ce domaine. Je pense que ça va reproduire. Hein. Ah, oui. Voilà, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. À la prochaine alors. Allez, merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Un grand merci. Ai, que fofo, meu Deus, que foda. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine.